Mesdames, Messieurs, chers panafricanistes, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans le cadre de cette grande tribune d'information. Il est 20 h donc, à la une de l'actualité, Alliance des États du Sahel et la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, le divorce consommé pour Ibrahim Traoré, chef de l'État du Burkina Faso. Pour lui, il n'est plus question de revenir dans cette organisation. Il envisage d'ailleurs une autre question, une autre sortie justement, se retirer du franc CFA et briser bien d'autres liens esclavagistes, même comme la Gambie par l'appui de Moscou veut jouer le rôle de médiation dans cette crise. Et puis, en page sport, CAN Côte d'Ivoire 2023, le tableau de quart de finale affiche complet. Les rencontres se dérouleront du vendredi 2 février et samedi 3 février 2024 dans le cadre de cette compétition en Côte d'Ivoire justement. Mesdames, Messieurs, c'est tout donc pour le titre, le développement dans un instant. Nous le disions donc depuis hier, retrait de l'AES de la CEDEAO, l'Union africaine absent à un moment de sanctions injustes, n'est-ce pas, infligées de l'organisation ouest-africaine. Il se réveille en appelant au dialogue entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et les 3 pays de l'AES, une déclaration qui surprend plus d'un alors qu'elle était jusqu'ici muette quand les 3 pays faisaient face aux sanctions infligées illégalement par cette organisation. Fabiola Dombe nous en dit plus. L'Union africaine a appelé le mardi 30 janvier à intensifier le dialogue entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et les 3 pays de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui ont annoncé dimanche leur retrait de l'institution sous-régionale. Dans un communiqué, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a regretté profondément la décision de ces 3 pays qu'il a qualifiée de démarche regrettable. Le président de la Commission de l'Union africaine appelle à la conjugaison de tous les efforts pour que l'unité irremplaçable de la CEDEAO soit préservée et la solidarité africaine renforcée. Cependant, ce communiqué de l'Union africaine, qui regrette profondément la décision des 3 pays, apparaît comme un aveu d'impuissance. En effet, l'Union africaine aurait pu agir pour empêcher la CEDEAO de prendre des sanctions injustes contre les 3 pays. Mais elle n'a pas réagi, laissant la CEDEAO poursuivre sa dérive autoritaire. En rappel, les 3 pays membres de l'État du Sahel ont annoncé leur retrait de la CEDEAO plus tôt le dimanche 28 janvier dans un communiqué lu dans les télévisions publiques de ces 3 États. Il reproche à la CEDEAO d'avoir dévié des idéaux sur lesquels elle a été fondée, devenant sous l'influence de puissances étrangères et trahissant ses principes fondateurs, une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. Selon le même communiqué, la CEDEAO n'a pas porté assistance aux États de l'AES dans le cadre de la lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes, tout cela pour plaire à la France. Et puis, pendant ce temps, dans cette crise justement, en appui donc appuyé justement par Moscou, la Gambie se positionne comme médiateur. Le retrait simultané du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest le 28 janvier dernier a plongé l'Afrique de l'Ouest dans une crise diplomatique majeure. Mais une solution, on espère, pourrait venir de Russie, pays allié de 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel. D'autres précisions, c'est dans ce reportage. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a appelé à un dialogue politique pour résoudre les tensions entre la CEDEAO et ses anciens membres. Lors d'une rencontre avec son homologue gambien à Moscou, il a rappelé que le règlement doit reposer sur le principe aux problèmes africains des solutions africaines, avec un rôle important réservé aux organisations régionales en référence à la CEDEAO.
Un discours bien différent de Moscou qui appelle d'ordinaire à moins d'ingérence occidentale sur le continent. Le ministre gambien, quant à lui, espère également que les différends qui opposent la CEDEAO et les pays qui viennent de s'en retirer seront résolus par voie de dialogue. Poussée par la Russie, la Gambie pourrait être un potentiel médiateur à la crise entre la CEDEAO et les 3 pays de l'AES. La Gambie, pays d'Afrique de l'Ouest, veut se positionner ainsi en médiateur potentiel de la crise avec le soutien appuyé de Moscou. Cette main tendue de la Russie arrive au bon moment pour une CEDEAO fragilisée qui risque de perdre définitivement 3 membres importants selon ses propres termes. L'organisation sous-régionale s'est déclarée déterminée à trouver une solution négociée. La proposition russe d'une médiation africaine pourrait donc satisfaire la CEDEAO dos au mur. D'autant que le processus de retrait de 3 pays prendra un an avant d'être effectif, ce qui laisse une chance au dialogue. Une voie qui reste à savoir si le trio sahélien soutenu par Moscou acceptera de renouer le contact avec l'organisation ouest-africaine que les 3 pays accusent d'humiliation et d'assujettissement. L'appui diplomatique russe pourrait faire pencher la balance de la sortie de crise inédite entre la CEDEAO et 3 de ses membres fondateurs. Bien, pour le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, il faut justement fermer la porte et envisager d'autres possibilités, celui justement de se retirer également du franc CFA. Interrogé par une chaîne de télévision concurrente, le président Traoré a déclaré que la décision de quitter la CEDEAO est irrévocable. Il affirme également qu'il n'est pas exclu que les 3 pays du Sahel se retirent de la monnaie commune, le franc CFA. Interrogé sur cette possibilité, le président Traoré a déclaré probablement « Il n'y a pas que la monnaie, tout ce qui nous maintient dans l'esclavage, nous allons briser ce lien », déclare-t-il. Nous y donc reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons toujours, restons au Burkina Faso, mais cette fois-ci nous parlons de la diplomatie. Relations bilatérales, Burkina Faso, Arabie Saoudite, Ouagadougou et Dubaï souhaitent resserrer leurs liens d'amitié. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina Faso, Fahad Al-Dossari, a été reçu par le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État du Burkina Faso, hier mardi 30 janvier 2024. Plus de précisions dans ce reportage. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience le mardi 30 janvier 2024 l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina Faso, Fahad Al-Dossari. Lors de cette rencontre, le diplomate saoudien a transmis au chef de l'État burkinabé un message de remerciement du roi saoudien Salman bin Abdulaziz Al Saoud. Le roi saoudien a salué le leadership du capitaine Traoré et la qualité des relations diplomatiques entre les 2 pays. Les 2 hommes ont également évoqué le renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et l'Arabie Saoudite dans plusieurs domaines stratégiques, notamment la santé et la sécurité. L'ambassadeur Al-Dossari a également affirmé à l'issue de l'audience que son pays était solidaire du Burkina Faso et de son peuple dans la lutte contre le terrorisme et pour le bien-être des populations. D'un pays sahélien à un autre, parlons du développement au Niger. Les BRICS sont à pied d'œuvre. L'Alliance internationale des BRICS Plus n'a pas de répit. Après une semaine chargée début janvier 2024, l'Alliance internationale des BRICS Plus ne compte pas baisser les bras. Il faut foncer jusqu'à obtention des résultats. Illustration, Don Melo, le vice-président de l'Alliance internationale des BRICS Plus, le vendredi 26 janvier 2024, a eu une rencontre avec le ministre des Transports pour l'identification des projets stratégiques du Niger pour ouvrir les pays sur des aéroports et des ports amis suite aux sanctions de la CEDEAO qui a consacré la sortie de l'AES de la CEDEAO justement. Le même jour, une autre rencontre a eu lieu pour identifier les projets urbains. Le lundi 29 janvier, une rencontre a eu également lieu cette fois-ci avec le chef de l'État et le Premier ministre pour une visite de la présidente de l'Alliance internationale des BRICS Plus en vue d'un partenariat avec le Niger sur le projet stratégique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Forces armées maliennes, la nation rend hommage aux vaillants soldats et civils dans une cérémonie solennelle organisée le 30 janvier 2024 au ministère de la Défense et des anciens combattants. Le Mali a rendu hommage à 64 militaires et civils méritants. Une cérémonie présidée par le Premier ministre, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, en présence de plus hautes autorités du pays. Monique Kwam nous en dit plus. 64 militaires et civils méritants viennent de recevoir l'onction de la nation. Ils ont été honorés par les peuples maliens pour leur engagement dans la défense de la patrie. Les récipiendaires ont été décorés pour leur action héroïque au cours de ces dernières années, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Parmi eux, on retrouve des militaires qui ont combattu vaillamment sur le front, mais aussi des civils qui ont apporté leur soutien aux forces armées maliennes, par exemple en tant que volontaires ou en fournissant des vivres et des soins aux populations déplacées. Dans son discours, le ministre a souligné l'importance de ces cérémonies de décoration qui sont l'occasion de magnifier les sacrifices de ceux qui défendent les populations dans les moments difficiles. Il a également rappelé que ces médailles dépassent leur seule valeur personnelle puisqu'elles représentent l'ambition collective qui anime toutes les forces armées de sécurité maliennes. Cette cérémonie de décoration est un moment important pour le Mali. Elle permet de saluer le courage et le dévouement de ceux qui contribuent à la défense du pays. Actualité en Afrique centrale, direction RDC. Crise dans l'est du Congo, Félix Tshisekedi était face au corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo le 30 janvier 2024 au Palais de la Nation dans le cadre de la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an. Dans son allocution, le chef de l'État congolais est notamment revenu sur l'agression dont est victime son pays, la République démocratique du Congo, des parts du Rwanda de Paul Kagame. Pour la résolution de cette crise, Tshisekedi pose ses conditions avant toute tentative diplomatique. Une fois de plus, écoutons Monique Kwan. Antoine Félix Tshisekedi a posé plusieurs conditions avant d'envisager de résoudre la crise avec le Rwanda par voie diplomatique. Premièrement, le président congolais envisage un règlement du conflit par voie diplomatique. Cependant, pas dans n'importe quelle condition. Pour ce dernier, aucun dialogue ne peut intervenir avec l'agresseur tant qu'il occupera une portion du territoire. Le Congo n'acceptera aucun compromis qui n'aura d'autre objectif que la sauvegarde de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la stabilité de la République démocratique du Congo et qui aura pour effet de porter atteinte aux droits inaliénables du peuple congolais à la vie et à la pleine jouissance de ses richesses. Par ailleurs, le président congolais estime qu'il est impératif aujourd'hui, par-delà le soutien considérable et la ferme condamnation de cette agression étayée par des rapports du groupe des experts des Nations Unies, que la communauté des nations passe à l'action. Il demande aux instances onusiennes, à l'Union africaine, aux organisations régionales pour que soient initiées des sanctions ciblées à l'encontre des responsables rwandais et ceux du mouvement terrorisme du M23 qui s'adonnent à la violence et à la souveraineté du Congo. Pour lui, en l'absence de telles sanctions conformément au droit international, le Rwanda et ses alliés persisteront dans leur déviance face à l'instabilité internationale sans la crainte de répercussions. En revanche, Félix Tshisekedi a exprimé sa satisfaction ainsi que celle de son gouvernement en rapport avec le plan de désengagement complet, progressif, ordonné et responsable présenté par la MONUSCO au Conseil de sécurité des Nations Unies et l'adoption à l'unanimité le 20 décembre dernier en vue du retrait définitif du contingent onusien déployé sur le territoire congolais. Actualité au Maroc. Parlons de la sécurité. Les autorités du pays mettent la main sur un réseau pour l'embrigadement de combattants pour Daesh.
Les autorités marocaines, justement, ont annoncé le mardi 30 janvier le démantèlement d'un réseau terroriste, du recrutement des personnes pour rejoindre la branche de Daesh dans la région sahélo-saharienne. C'est donc l'essentiel du communiqué rendu public de l'Office central de recherche judiciaire datant du même jour. Fabiola Dombe nous fait le point. Ce réseau terroriste composé de 4 membres actifs dont les âges varient entre 35 et 40 ans ont été arrêtés dans les villes de Tanger, Casablanca, Beni, Mellal et Inesgan, soupçonnés d'embrigader des combattants pour rejoindre la branche de Daesh dans la région sahélo-saharienne. Selon le communiqué de l'Office central de recherche judiciaire du pays, des enquêtes ont prouvé que ce réseau coordonne avec les dirigeants de cette organisation dans le Sahel au sud du Sahara dans le but de faciliter à des extrémistes de rejoindre cette région. Il a souligné que des perquisitions menées au domicile des suspects ont permis la saisie de plusieurs appareils électroniques, de sommes d'argent, d'armes blanches sous forme de sabres de grande taille, des cagoules, de gants et d'un fusil. D'après le communiqué, les suspects ont été placés en garde à vue et seront traduits en justice. Le Daesh est une organisation terroriste, politico-militaire, d'idéologie salafiste, djihadiste, ayant proclamé le 29 juin 2014 l'instauration d'un califat sur les territoires sous son contrôle. De 2014 à 2019, il forme un proto-État en Irak et en Syrie où il met en place un système totalitaire. Son essor est notamment lié aux déstabilisations géopolitiques causées par la guerre d'Iran et la guerre civile syrienne. Sa création remonte à 2006 et ce groupe opère dans 53 pays dans le monde. De temps en temps, le Maroc annonce le démantèlement des cellules terroristes et affirme que sa stratégie de lutte contre le terrorisme a réussi à démanteler 200 cellules entre 2003 et 2023. Toutefois, les enquêtes se poursuivent pour traquer d'éventuels suspects. Parlons toujours de la sécurité dans cette partie de l'Afrique, mais cette fois-ci c'est en Tunisie. L'état d'urgence a été prolongé jusqu'à la fin d'année. Le président Kais Saied via donc un décret présidentiel, a décidé de prolonger l'état d'urgence sur tout le territoire du pays pour une durée supplémentaire de 11 mois et prendra donc fin le 31 décembre 2024. Fabiola Dombe, une fois de plus. En vertu du décret présidentiel en date du mardi 30 janvier, l'état d'urgence en Tunisie a été prolongé pour une durée de 11 mois. Cette prolongation prend effet à partir du mercredi 31 janvier courant et ce jusqu'au 31 décembre 2024. En rappel, fin 2015, la Tunisie avait décrété l'état d'urgence pour la première fois sur l'ensemble de son territoire à la suite d'une attaque terroriste contre un bus de la garde présidentielle dans la capitale Tunis ayant fait 13 morts et 16 blessés. Depuis cette attaque, l'état d'urgence a été prolongé à plusieurs reprises et pour des périodes variables. La Tunisie a été la cible d'actes terroristes depuis mai 2011 qui ont entraîné la mort des dizaines de membres des forces sécuritaires et des militaires et des touristes étrangers. L'état d'urgence confère au ministre tunisien de l'Intérieur des prérogatives exceptionnelles s'agissant notamment de l'interdiction des réunions, l'imposition du couvre-feu, les perquisitions de jour comme de nuit, le contrôle des médias, des publications, des projections cinématographiques et des pièces de théâtre. Ces prérogatives sont exercées sans autorisation judiciaire préalable, ce qui suscite de vives critiques de plus en plus récurrentes à l'échelle internationale et nationale. Mesdames, Messieurs, c'est tout donc pour cette édition d'information du 31 janvier 2024. Nous avons été ravis d'être en vos compagnies justement durant tout ce mois. Alors, si vous avez donc aimé, Mesdames, Messieurs, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes Facebook, YouTube et bien d'autres au nom de Pan-African Media TV. Merci, d'ici à là, portez-vous bien. Rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir.